Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier mais je suis très contente de le faire. En fait je suis à Maison et Objets, pour ceux qui ne connaissent pas c'est le salon pour les professionnels de la décoration, de l'architecture et du design. Je le fais depuis 15 ans pour repérer les nouveautés, les tendances, discuter avec les marques et tous les pros que je peux croiser là-bas. Et jeudi en fait avant de partir je me suis dit tiens pourquoi pas prendre mon micro avec moi et partager tout ça avec les auditeurs de Décodeur, parce que je sais que vous êtes très friands de connaître tout ça, de connaître en avant-première les tendances déco, ce qu'on va trouver en boutique et aussi tout simplement d'en savoir un peu plus sur l'envers du décor et tout ce qu'on peut bien trouver dans ce salon. Et c'est vrai que l'envers du décor, moi vous le savez, c'est mon credo. Alors bon, c'est très spontané, hein. C'est une grande première pour moi. J'ai embarqué mon matériel, j'ai mis des baskets confortables parce que c'est un salon absolument immense qui s'étale sur 8 halls gigantesques. Et l'idée, c'est que je vais m'arrêter sur des stands coup de cœur ou qui font le buzz pour poser quelques questions. J'espère aussi que je vais croiser des journalistes ou des tendanceurs et qui pourront nous dire ce qu'ils ont repéré et ainsi pouvoir partager le plus d'infos sur ce salon avec vous. Et je mettrai aussi des photos sur Instagram pour illustrer les propos parce qu'il faut pouvoir se projeter aussi. Allez, c'est parti! Je suis avec Vincent Grégoire qui est tendanceur, on dit ça, tendanceur. On dit ça, voilà. Ouais, chez Nelly Rodi. Alors le thème de ce salon c'est Regeneration. Pourquoi ils ont choisi ce thème-là ? Pourquoi j'ai choisi ce thème-là ? C'est vous qui avez choisi ce thème. C'est moi qui l'ai proposé et ils ont adoré, ils sont embarqués dans l'aventure. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet de fond, c'est un sujet d'actualité. Il faut que nos sociétés se régénèrent parce que voilà, il y a beaucoup d'abcès, il y a beaucoup de cicatrices et il faut trouver des nouvelles énergies. Et puis c'est les 25 ans de Maison et Objets. Donc l'idée c'était pas de faire une commémoration où on regardait en arrière, mais plutôt on va de l'avant et de s'intéresser à ceux qui ont 25 ans et ceux qui sont en train de régénérer justement la société en général dans sa consommation, dans sa distribution, dans sa communication, dans sa création. Donc l'idée c'était de faire un focus sur l'état d'esprit de ces millennials. Cette génération Y, cette génération Z. Ils ont quel âge ? Ils ont, on va dire entre 20 et 40 maximum, quoi, en visant large. Voilà, c'est ceux qui sont nés que dans des périodes de crise, qui sont nés à l'aube du millénaire. Et puis, c'est ceux qui sont nés qu'avec la disruption technologique, c'est-à-dire qui n'ont pas connu la vie sans Internet. Donc, ça conditionne leur mode de pensée, leur mode d'action, leur mode d'échange. C'est très, très structurant. Et qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau, alors ? Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau ? Il y a deux faits marquants. C'est que d'un côté, ces générations engagées, donc ils ont des convictions, ils ont l'impression qu'on leur a confisqué leur avenir, qu'on est en train de leur confisquer leur avenir, qu'il y a urgence, qu'on part dans le mur, qu'il faut changer les choses, mais un peu en s'amusant quand même, ou alors en secouant le cocotier. Et puis, c'est aussi génération augmentée, puisqu'ils n'ont connu que le digital. Donc, il faut aussi qu'ils jouent avec ça. Donc, dans leur engagement, ils sont très obsédés par des nouvelles formes de naturalité, ils sont très obsédés par une nouvelle éthique, des nouvelles morales, ils sont très obsédés par un nouveau rapport à la géographie. Ils ont vécu ils vivent dans la mondialisation, la globalisation, mais ils prônent d'autres
de valeur. Et puis la gestion des ressources, ils ont l'impression que tout peut se terminer, voilà, et que il faut inventer un nouveau rapport au temps et une nouvelle gestion de nos richesses. Et comment ça se traduit dans l'univers de la maison, de la déco Alors c'est une maison qui devient... Bon, la maison, elle est très importante pour eux. Parce que dès qu'ils mettent le nez dehors, ils ont l'impression que c'est quand même un peu flippant. Et la maison, le cadre de vie doit être un endroit d'expression, un endroit de partage, un endroit d'échange, un endroit de vie où on doit se sentir libre. Donc ils veulent une maison plus responsable. Ils peuvent être très attachants, hein. C'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup les étiquettes, ils consomment différemment, ils consomment de la brocante, de la seconde main, ils réparent, ils veulent faire des choses par eux-mêmes, ils veulent mettre des plantes parce qu'il faut mettre de la vie, il faut gérer les ressources naturelles, ils recyclent, ils récupèrent, enfin ils ont vraiment des modes opératoires qui sont proactifs, mais dans une forme responsable en s'amusant. C'est vraiment ça, mais qui change les règles du jeu, de la distribution, parce qu'ils n'achètent plus et maintenant ils revendent même aussi de la même façon. Ils communiquent plus de la même façon, ils créent plus de la même façon. Donc ça fait bouger les lignes et c'est intéressant d'imaginer ça pour demain. Je prends un exemple. Ils voient un report sur les réseaux sociaux de L214 dans un abattoir. Le lendemain, ils remettent en question leur relation à la viande et ils deviennent véganes et ils vont challenger les marques pour mais il y a du cuir, c'est pas politiquement correct. Non, je préfère un truc qui soit une nouvelle matière innovante, fait à partir de déchets, mais qui ressemble à du cuir. Donc voilà. Et ils vont embêter les marques, ils vont embêter la presse, les médias, les réseaux sociaux. Ils vont embêter les créateurs parce qu'ils ont des valeurs aspirationnelles qui sont plutôt du genre à vouloir un peu sauver le monde ou à changer les choses, quoi. Mais ce sont des valeurs qui sont déjà en place ou vous avez choisi ce thème justement pour essayer de faire bouger les lignes des exposants ici ? C'est déjà en place, il y a déjà des micro-signes, mais de toute façon, si on ignore cette réalité, ça va être la catastrophe. Donc autant en tenir compte. Et puis ce sont déjà des consommateurs, donc il y a déjà des choses mais moi je mets plutôt l'accent sur ce qui va prendre plus d'importance. Je reprends l'exemple de la seconde main, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Donc c'est de la brocante 3.0, hein, ils réinventent les vides-greniers, ils réinventent voilà mais ils veulent pas faire des trucs comme avant, ringard, popote, basique. Ils veulent mettre du festif, de l'humour, du digital, de la conviction, du parti pris. Enfin voilà, donc ils réenchantent les fondamentaux. Mais ce qui est perturbant, c'est que tout ça est passé au filtre de leur regard parce qu'ils n'ont connu que les crises, donc ils sont en mode solution et en mode disruption technologique. Donc tout passe par les nouvelles technologies en fait. Ok, super. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Alors, je suis avec Elisabeth Le Riche. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors tout à l'heure, Vincent Grégoire nous expliquait donc le thème du salon, c'est Regeneration, et vous avez travaillé sur un espace qui met en avant. Vous dites tout ce que vous avez fait. Alors on a travaillé dans la thématique justement de Vincent. Il y avait tout un volet sur la naturalité et en fait cette jeune génération très ancrée avec les réalités écologiques et la sauvegarde de l'environnement. Du coup, moi, ça m'a inspirée et donc je suis partie sur cette thématique pour Cher, l'espace dédié aux arts de la table, sur cette notion de partage autour de la nature. Donc j'ai imaginé 3 thématiques, un thème autour de la forêt avec cette prise de conscience qu'il faut sauver la nature et donc tous les objets inspirés de la forêt et un art de la table donc inspiré du bois, des verres, des camailleux de verre avec un esthétique qui fait partie de cette thématique et puis des produits donc avec la traçabilité. Aujourd'hui il y a une grande importance pour le consommateur et notamment pour les nouveaux consommateurs de connaître la traçabilité du produit et qu'il soit porteur de sens, qu'il soit éthique, écologique et bio.
Et deuxième thème après Alors un deuxième thème beaucoup plus ancré avec le sol et le minéral que j'ai appelé un thème un petit peu homme des cavernes, on va dire, Stone Age, qui nous reconnecte avec la matière. Il y a une grande tendance avec le minéral, les choses justement lourdes, la terre. Il y a énormément de jeunes qui remettent les mains dans la matière. Je crois qu'il y a un vrai besoin de se reconnecter à la matière et aux éléments originels. Donc il y a un côté très primitif, et notamment dans les arts de la table, il y a tout un courant autour de la nourriture sur le paléo. Et il y a aussi une prise de conscience du local. Donc on va consommer local et on va aller glaner des choses qu'on ramasse, etc. Donc tout ce courant, les jeunes sont très motivés justement par cet engouement autour de savoir ce qu'on mange, la traçabilité, et puis d'avoir un sens de ce qu'on a dans notre assiette, c'est très important. Je croyais que c'était l'inverse, que les jeunes étaient plutôt associés à la malbouffe. Alors les jeunes sont associés à la malbouffe, c'est vrai, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui sur ce qu'on est, ce que l'on mange. Et donc, alors pas les tout jeunes, moi j'ai des enfants qui ont 16 ans, ils sont encore complètement dans la malbouffe, mais celui qui est un peu plus âgé, il a une prise de conscience, il est sensible et il aime aussi les bons produits. Voilà, ça c'est important aussi, de se reconnecter avec la qualité. Et un troisième thème ? Le troisième thème, c'est les bords de mer, seashore. C'est justement ramasser des petits riens qui ont finalement beaucoup de valeur, de ramasser des coquillages au bord de la mer, des petits trésors. Et je pense qu'on a besoin de choses simples et de poétiques. Et du coup, il y a toute une inspiration avec des assiettes en forme de galets. Il y a toute une inspiration autour du corail. Et donc, il y a cette prise de conscience qu'il faut sauver les océans. Et donc, faire attention à tous ces matériaux, bannir le plastique. Et donc là, on est reconnecté avec des matériaux biodégradables et on voit une jeune génération de designers qui travaillent ces biomatériaux faits à base d'algues, de matières naturelles qui ne pollueront pas la nature. Et ça, c'est une vraie prise de conscience, et dans les écoles de design, il y a énormément de travail sur tout ce recyclage. Super, merci beaucoup Elisabeth. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Alors, je suis maintenant avec François Bernard qui a mis en scène toute la thématique linge de bain et linge de lit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ? Alors pour sélectionner toutes ces nouveautés de maison et objets, donc en linge de bain et linge de lit, eh bien nous, 2 mois et demi environ avant le salon, nous commençons à interviewer tous les acteurs, les exposants de maison et objets qui font ce genre d'articles. Alors il y a aussi les parfums, les senteurs, et puis un peu de homeware également. Et nous leur demandons leurs nouveautés. Bon, parallèlement, nous lançons quand même nous organisons la recherche par rapport à des grandes thématiques que nous ressentons être une évolution du marché actuel. Donc de toute façon, autour des couleurs blanches et des broderies sur blanc et cru et naturel, tout ce qui est aussi coton biologique bien évidemment. Et ça, c'est une vraie aspiration, une vraie demande du public. Et de thèmes colorés autour des verts et des bleus, là également avec une évolution des thèmes naturalistes, notamment sur les verts, les bleus, avec des thèmes assez aquatiques, des motifs d'algues, des couleurs d'algues aussi qui sont assez nouveaux. Et puis un troisième axe de recherche autour des évolutions des ocres, des roses, des terracottas, des rouges très 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 foncés, des bordeaux aussi, qui là également connaissent une évolution sur une toile de fond qui est déjà là. Les roses, bien évidemment, on les connaît. Les terracottas aussi. Mais enfin, les couleurs évoluent. Quelles sont les évolutions des matières, en fait, dans ce domaine ? Alors, les évolutions des matières dans ce domaine, linge de bain, linge de lit, alors pour tout ce qui est blanc, naturel, il y a vraiment une demande sur le biologique, le retour au blanc, par exemple, le naturel, les crus. Est-ce que c'est un retour ? Il y a une évolution sur le détail de finition. Et presque, je dirais que pour mettre en valeur le détail, il faut un fond très très neutre. Et il y a beaucoup de points, de piqûres, de choses, mais très sophistiquées, vraiment à regarder de près. Donc ça, c'est une vraie évolution. Sur le linge de bain, bien évidemment, tout ce qui est tissage de nid d'abeilles.
dans plein de titrages de fils différents. Une vraie évolution aussi, un vrai désir de créer des doubles nappes de textiles très mousseuses, mais tissées ensemble. C'est un peu technique ce que je vous raconte, mais ça donne des espèces de matières qui sont entre le couvre-lit et le voilage. Enfin, bon, il y a beaucoup d'aspects techniques sur la qualité du fil lui-même. Les armures de tissage sont assez classiques, mais la façon dont on crée le fil, même antibactérien, on lui ajoute des particules de carbone pour le rendre il y a vraiment une évolution à la fois naturelle et technologique du fil qui est très intéressante. La chambre et la salle de bain sont des pièces importantes aujourd'hui ? Ah oui, la chambre et la salle de bain sont vraiment des pièces importantes. C'est un lieu d'investissement. J'ai appelé l'exposition ritualiste, je lui ai donné le nom du ritualiste parce que vraiment l'idée du moment pour soi et du soin que l'on apporte à son corps passe par le soin des objets qui vous environnent justement dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Donc cette idée du produit soigné et du soin pour soi-même n'est pas uniquement un jeu de mots. Il y a une espèce de relation de cause à effet entre quelque chose de qualité pour avoir un temps de qualité à soi. Et ça, j'aime bien cette proposition à la fois poétique et tout à fait physique. Donc oui, c'est et on le voit d'ailleurs dans les chiffres d'affaires, c'est-à-dire que l'investissement sur la chambre est toujours en constante évolution. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors je suis avec Margot Keller, bonjour. Bonjour Hortense. Margot, donc on avait déjà échangé parce qu'on a fait un épisode de podcast ensemble. Aujourd'hui tu es à Maison et Objets pour plein de produits que tu as créés. Donc là on est sur le stand de Biblo, tu as signé la chaise Lilipad. Qu'est-ce qu'elle a de différent de la fameuse chaise Swim qui avait d'ailleurs un peu lancé ta carrière, mais si quand même. Oui, ouais, quand même. Après le beau succès de la chaise Swim, on a eu envie de faire la petite sœur. Et la petite sœur qui en fait a aussi beaucoup d'atouts par rapport à la chaise Swim. Le cahier des charges, c'était de faire une chaise qui soit empilable, qui soit extrêmement légère, extrêmement minimaliste et du coup intemporelle. Et donc on l'a appelée Lilipad parce que Lilipad en anglais c'est nénuphar. Donc elle a une forme comme ça très organique avec des courbes très douces. Et un design, comme je disais, très épuré, avec un dossier qui semble un peu voler au-dessus de l'assise, avec un tube comme ça très organique qui enlace le dossier et l'assise. Donc voilà, il y a encore une fois, comme la chaise Swim, quelque chose de très poétique, de tout en courbe et assez organique. Voilà. Alors, tu as fait aussi une autre chaise pour Boca. Exactement, ouais. Boca, c'est un éditeur français qu'on connaît beaucoup pour son fauteuil mythique, l'Acapulco. Et donc, j'ai dessiné pour eux une chaise et un fauteuil qui s'appelle Nacre. La collection s'inspire d'un coquillage. Et donc, on a un jeu avec du tressage coloré qui est vraiment un vrai clin d'œil au fauteuil mythique de l'Acapulco, mais revisité avec des codes, encore une fois, très poétiques et tout en rondeur. De toute façon, avec moi, c'est souvent en courbe et en rondeur. Et donc, voilà, on présente là sur le salon cette nouveauté. Tu te spécialises dans la chaise ou pas du tout? C'est le hasard? C'est complètement hasard, ouais, non, c'est vraiment le hasard. Après, c'est vrai que c'est un exercice passionnant en tant que designer. La chaise, c'est le sujet qui donne du fil à retordre aussi, et notamment pour la Lilipad, quand il faut qu'elle soit empilable, c'est un vrai sujet. On est passé par une dizaine de prototypes avant d'arriver à la vraie chaise, mais c'est un exercice que j'adore et c'est très satisfaisant de pouvoir s'asseoir dans une chaise qu'on a imaginée pendant des mois et des mois. C'est un super exercice. Alors, tu as fait aussi une table pour Matière Première qui est en Korian. Est-ce que tu peux nous parler du Korian? Exactement. Donc, Matière Première, c'est un jeune éditeur français qui est basé à Marseille. Donc, je les connais bien. Ils sont pas très loin de l'agence. Et donc, en fait, on a travaillé sur une table en Korian. Le Korian, c'est une matière, c'est une résine minérale, en fait. Une résine qui est associée à de la poudre minérale qui lui donne à la fois une très grande solidité et aussi un aspect de surface qui est presque laiteux. Là, les matériaux, les références qu'on a choisies sont vraiment très laiteuses. Et donc, on a travaillé sur une marqueterie de Korian. Donc ça, c'est une vraie innovation où on a deux finitions de Korian différentes qui s'entrelacent, un peu comme de la marqueterie de bois, mais en Korian, pour faire un dessin très graphique sur le plateau de table. Voilà.
Et enfin un photophore pour Oum. Oui, voilà, donc Oum qui est connu pour ses photophores haut de gamme, beaucoup, pour la plupart en marbre. Et donc on a travaillé avec le directeur artistique sur un petit photophore qui est en fait comme 2 petites jambes collées l'une à l'autre, dans lesquelles vient se lever en fait la bougie de Oum, voilà, la bougie traditionnelle de Oum. Le thème de Maison et Objets cette année, c'est Regeneration, donc c'est la nouvelle génération. Est-ce que toi, tu as l'impression d'appartenir à cette nouvelle génération de designers ? Oui, je pense que je suis peut-être dans cette nouvelle génération. En tout cas, c'est vrai que le design français, le jeune design français a à la fois des points communs, je pense, en termes de valeurs, de volonté de transmettre des émotions. On retrouve beaucoup ça, je trouve, dans cette nouvelle génération. L'attachement à l'épure est peut-être quelque chose d'intemporel. Je pense qu'on a un très bel héritage de designers, comme je cite souvent Charlotte Perriand, qui ont fait des pièces mythiques et intemporelles. Et je pense qu'on est un peu habité par ça. Le côté à la fois intemporel, minimaliste, mais qui va être chargé d'émotions et qui va réussir à nous transmettre des choses. Et faire attention à la consommation aussi. Je me souviens que dans l'épisode, tu en avais beaucoup parlé. Bien sûr, ça c'est un truc qui est, je pense, important pour nous aussi. On porte sur les épaules ce poids-là. On est, à cause de nous, entre guillemets, il y a tous ces objets qu'on voit là sur le salon qui existent. Donc ils doivent avoir une légitimité forcément. Et c'est à nous de leur donner cette légitimité et de faire en sorte que les gens les gardent, ne les jettent pas et les transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants et ainsi de suite comme des pièces de valeur. Merci beaucoup Margot, bon merci, salon Hortense. alors, ouais, bien merci chargé. Beaucoup. Je suis avec Julie Sauvage sur son très joli stand de Gabriel Paris. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous venez de signer une collaboration avec M-Stone. Comment ça s'est passé cette rencontre ? C'est nous qui avons contacté Alix de chez M-Stone parce que en fait on est reconnu auprès de nos clients pour nos imprimés. C'est notamment pour nos imprimés qu'on vient chez nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le travail d'Alix et je trouve qu'ils ont des imprimés très forts. Et donc c'est autour de ça que je trouvais que c'était intéressant de travailler une collab. Et donc j'ai contacté Alix et elle m'a répondu tout de suite positivement et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et alors qu'est-ce que vous avez créé ensemble ? Donc on a eu la volonté de travailler une collection autour de l'été et qui mixerait imprimé et rayures avec et en fait en rassemblant leur savoir-faire et notre savoir-faire. Donc effectivement une capsule autour de l'été, autour de la plage. Donc on a la robe de plage, le cabas XXL où on imagine toutes les affaires. Et il est vraiment XXL, hein. Il est devant nous, il est vraiment les affaires de plage, les seaux, les pelles, etc. Voilà, la petite besace et la petite trousse à crème solaire ou quelque chose comme ça. Et puis après, effectivement, tout le lit d'été, donc l'été d'oreiller, le couvre-lit et les coussins. Donc voilà, et en fait c'est vrai que Alix a travaillé un dessin donc elle-même. Oui, comment il est ? Parce que là on vous écoute, mais du coup il faut qu'on puisse le visualiser. C'est pas évident, mais comment vous décririez ? C'est des grosses feuilles très stylisées, on va dire, un peu des grosses feuilles de bananier, je dirais, assez stylisées. Et puis voilà, on s'est rassemblés. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un motif un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, avec une taille justement XXL. Et c'est sympa, c'est ce qui fait aussi la petite... la touche M-Stone et qui apporte la différence chez nous. Et voilà, en termes de couleurs, il s'intègre très très bien dans notre colorama et dans notre nuancier d'essentiel. Donc voilà, en tout cas, ça plaît beaucoup. C'est vrai, tant mieux, bravo. Ah ouais. Tous les produits sont en lin ? Exactement, en fait, nous on travaille que des fibres naturelles, donc du coton ou du lin lavé. Et pour cette capsule plage, on avait vraiment la volonté de le faire en lin lavé, parce que c'est vraiment une fibre qui est thermorégulatrice, qui est très 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 agréable à porter en hiver. Donc on trouvait que c'était très adapté, point numéro 1. Et le second point, c'est aussi que
les gens nous reconnaissent aussi pour notre qualité de lin et donc on trouvait ça intéressant de se rassembler sur ce point-là également. Il y a différentes qualités de lin en fait. Oui, tout à fait. Il y a d'abord il y a différentes fibres de lin, des fibres de plus ou moins grande qualité. Donc pour notre part, on travaille que sur des fibres longues, donc qui sont destinées aux tissus de grande qualité. Et ensuite, il y a différents tissages. Et là, nous, on a choisi de travailler sur un tissage légèrement ouvert qui nous permet d'avoir un superbe tombé, très nonchalant et très souple, et aussi d'avoir une douceur vraiment très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors là, je suis avec Olivier Vacher, qui est journaliste. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je crois que tu as eu un vrai coup de cœur chez Samode. Ouais, exactement. Samode, c'est une marque que je suis depuis quelques années maintenant. Et donc une marque de luminaires qui a pas loin qui approche de sa centaine d'années, puisque c'est 1927, je crois, la création. Et c'est un double coup de cœur en fait, à la fois pour le stand qui est juste magnifique, fait par Normal Studio, qui est la direction artistique de la marque. Voilà. Et pour l'une des nouveautés qu'il présente, qui est la lampe G1 de Pierre Garish. Samode en fait réédite des luminaires de Pierre Garish avec un souci de détail assez étonnant, puisqu'il travaille vraiment avec les archives, et quelqu'un qui a été très proche de cet architecte et designer. Et là, il réédite donc cette G1 qui est à la fois un lampadaire, une applique, une suspension, qui n'est, en tout cas en version lampadaire, qui n'est même plus une lampe, mais j'appellerais ça presque un objet lumineux, un meuble lumière. Enfin, voilà. Tellement il est beau. Tellement il est beau, tellement il est surdimensionné, mais... voilà, est-ce que tu peux nous le décrire? Parce que c'est vrai que là, comme on est audio, c'est jamais ouais, évident c'est vraiment. Hein. Ouais. Alors je conseillerais surtout aux gens d'aller voir d'abord. Et ensuite, pour le décrire, en fait, on a tout simplement une tige en fait, sur laquelle se trouve un axe qui semble presque un peu en lévitation. Oui, en lévitation ou en suspension, enfin voilà. Et puis un très grand abat-jour avec qu'on peut vraiment regarder sans être ébloui, parce que la lampe, enfin l'ampoule, est dissimulée par un petit cache qui ressemble à un petit parachute en fait. Tout ça métallique, voilà. Et sur le dessus, on a également un diffuseur en fait. Donc on a un double système d'éclairage qui en fait à la fois une lampe d'ambiance, mais qui peut en faire une lampe presque pour un coin lecture ou quelque chose comme ça, et qui est vraiment, dont la présence est vraiment tellement forte que, encore une fois, on a l'impression d'avoir vraiment un objet signature, quoi, en fait. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Alors je suis avec Justine Villain, que je viens de croiser dans les allées, qui a un vrai coup de cœur pour une marque. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, salut Hortense. Alors là on est dans le hall 7, et en fait au fond du hall, j'ai trouvé sur le stand de Market 7 de superbes appliques et suspensions d'une jeune designer qui s'appelle Sonia Laudet, qui en fait récupère des chutes de tissu pour réaliser donc ces luminaires. Vraiment, tout est parfait en fait. La forme très très simple. Ce sont des grands cercles. Des grands cercles lumineux décorés avec donc ces chutes de tissu, et les associations de couleurs sont vraiment uniques. Donc ça va dans la tendance un peu éco-responsable. Exactement. C'est alors déjà ça attrape l'œil, parce que voilà, les associations de couleurs sont assez dingues, et en plus quand on sait que c'est fait à partir de chutes de tissu, on ne peut qu'aimer et qu'applaudir son geste. Merci Justine. Merci Hortense.
Je suis avec Oussam Kanaan, donc de la marque Cannes, que on s'était déjà rencontré pour un épisode de podcast. Bonjour Oussam. Bonjour. Alors là, tu présentes plein de nouveautés sur ton stand, mais deux grosses nouveautés, moi, m'ont attiré, qui sont 2 chaises. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, on a présenté 2 chaises qui sont 2 chaises en bois de 2 designers, 2 studios de design différents. La première chaise, c'est la chaise Galta, dessinée par le studio ACMP. C'est un duo de designers parisiens. Et en fait, c'est une chaise qui a repris les codes. C'est la chaise de bistrot classique parisien revisitée. Les designers ont voulu avoir un côté organique avec les formes des pieds et du dossier. Et bien sûr, le côté moderne d'avoir une chaise légère, intemporelle et surtout empilable pour tout projet. Et pour la deuxième chaise, c'est une chaise dessinée par un architecte qui s'appelle Léonard Cadide, qu'on a rencontré, toujours parisien, et qu'on a rencontré dans notre showroom, et on a même les plans d'un de ces meubles sur notre mur. C'est un hasard des rencontres. Et cette chaise, c'est la première chaise en kit de Cannes. On a voulu avoir une chaise qu'on pourra packager à plat, et surtout d'avoir une chaise la moins chère possible de notre collection, avec une autre façon de fabriquer, c'est-à-dire une fabrication de qualité. Alors on aime bien la présenter comme une chaise en kit de designer, de créateur. Donc en kit, ça veut dire qu'elle est en plusieurs morceaux et on doit la construire Exactement, elle arrive en plusieurs morceaux, et c'est le client qui la reçoit qui va la monter. C'est un montage qui est assez simple. La technique de travail, c'est des profils en T, profils d'aluminium en T, qui sont coupés. C'est les découpes qui sont faites par des artisans qui créent les jointures de cette chaise. Et c'est grâce à ces profils qu'on peut avoir une chaise robuste et bien sûr en kit. Super. Et à savoir que c'est toujours une chaise qui mélange l'aluminium et le bois, qui est notre atelier à la base, c'est un atelier d'ébénisterie. On a voulu avoir une chaise avec des lignes architecturales qui représentent bien le travail d'artisan qu'on a, le travail d'ébénisterie, et en même temps une technique assez industrielle qui est vraiment ces petits profils en T. Super, merci Oussam. Merci. Alors cette fois, c'est moi qui ai un coup de cœur. Je suis sur le stand de Fatboy et je vois Miyasun, une petite marque que j'avais remarquée sur Instagram. Et les 2 fondatrices sont là. Je suis avec Valériane et Hortense. Très joli prénom, Hortense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Miyasun et ce que vous faites sur le stand de Fatboy ? Eh bien, nous avons créé avec Valé Miyasun depuis 3 ans. Et surprise inattendue à la fin de l'année, nous avons été le coup de cœur de Fatboy et nous venons de fusionner. C'est-à-dire que Fatboy a récupéré l'idée de notre tente de plage pratique, légère et jolie, et l'a produit, et nous allons intégrer tous les points de vente de Fatboy. Ah, super. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire aux auditeurs votre super jolie tente ? On dit tente alors, c'est une tente ? On appelle ça une tente de plage. Quand elle est installée sur la plage, elle ressemble à une petite tente canadienne avec une toile en coton, 3 piquets et des petites sardines à chaque coin. Et la vraie astuce, c'est quand vous la pliez sur elle-même, un peu comme un kawaii qu'on remet dans sa poche, la tente forme une enveloppe qu'on peut transporter dans son sac. Oui, c'est donc ça. C'est ça le fait poids d'une bouteille d'eau, ça ressemble à une petite enveloppe style feuille A4. Donc c'est très pratique à transporter, on l'emmène partout avec soi et ça passe même en bagage cabine. Et donc c'est pour remplacer le parasol en fait ? C'est pour remplacer le parasol, l'ombre est 2 fois plus grande. On peut s'installer avec 2 adultes et 2 enfants. Ça résiste au vent, c'est des cotons anti-UV et on fabrique en France. On avait voulu mettre complètement à plat tous les inconvénients du parasol qui s'envole, qui est compliqué à transporter, qui est rarement joli, souvent floqué avec du Coca-Cola ou d'autres marques fabriquées en Chine, en polyester. Nous, on a vraiment pris le contre-pied de toutes ces caractéristiques. Et puis là, c'est joli, parce qu'on prend du temps à choisir un joli maillot de bain, donc on est content d'avoir une jolie... Est-ce que vous pouvez nous décrire la toile ?
Alors la toile, on a 9 coloris avec Fatboy. Ils ont vraiment voulu garder notre ADN en gardant les motifs phares de nos collections des 3 années précédentes. Donc on a des rayures, on a du terrazzo, des motifs un peu plus ethniques et minérales. Et on décline souvent les motifs en 3 coloris pour que tout le monde retrouve sa couleur préférée. Avec une petite touche de fluo pour le... Et toujours le côté jaune fluo de Miassen. Super, merci beaucoup. Merci Hortense. Je viens de croiser Clémence Martin du bureau de style Le Nombril. Bonjour Clémence. Bonjour Hortense. Merci de m'accorder 2-3 petites minutes. Est-ce que tu as des coups de cœur sur le salon ? Alors écoute, nous quand on vient sur le salon, c'est pas forcément pour faire du repérage d'objets, c'est plus pour sentir ce qui se dégage en termes de tendance dans le salon. Donc on va être autant intéressé par les scénographies, les couleurs qui sont employées sur les murs, sur les matériaux, que les objets en eux-mêmes. C'est un petit peu ressentir de manière générale ce qui se dégage du salon. Et alors, qu'est-ce qui se dégage du salon cette année ? Alors nous, ce qui nous a le plus intéressé déjà, c'est ce qui se trouve dans le hall 6, qui s'apparente à un petit peu aux marques de design, ça s'appelle Today, cette partie du salon. Il y a quand même toujours cette tendance des années 70 qui est très forte, dans une ambiance très bienveillante, beaucoup de douceur et de formes rondes, organiques. C'est vrai qu'on est dans une époque qui est dure aujourd'hui, on le sait, et je pense qu'on a besoin de se retrouver, de se reconnecter avec soi-même, d'être dans des atmosphères protectrices, feutrées, avec des matières, beaucoup de lainage, de bouclettes, des matières douces, des colorés également très doux et très connectés avec la nature. Là, cette saison, je trouve qu'il y a vraiment des gammes de couleurs intéressantes qui se dégagent. Notamment, il y a beaucoup de coloris autour des argiles, des terres glaises, terre cuite, etc. Mais on n'est plus dans les terracottas, les bruns, on est dans des coloris beaucoup plus doux, plus clairs aussi, et très apaisants. Il y a beaucoup de formes autour du cercle, du globe, des bulles, etc. Ce que j'appelle des formes un peu barbe à papa, dans mon jargon, qui sont aussi très rassurantes. Et parfois, ça peut aller jusqu'au vraiment le symbole du cercle. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus cosmique. Et c'est vrai que on voit beaucoup de choses en ce moment sur les cercles chamaniques, des choses beaucoup plus, cosmiques. Et le thème du salon, c'est Regeneration, la nouvelle génération. Est-ce que tu as repéré des nouvelles marques qui viennent proposer quelque chose de vraiment nouveau ? Si, il y a autre chose qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'Italiens. Il y a quand même... on a entendu parler énormément italien sur le salon cette saison. Ça nous a marqué. Et il y a quand même en ce moment une attirance vers le design italien. On a été beaucoup tourné vers le design scandinave ces dernières années. Et là, je trouve qu'il y a une vraie attirance de nouveau pour l'Italie. Super, merci beaucoup Clémence. Merci Hortense. Alors là, je suis sur le stand de Green Kiss avec Thierry Lemaire qui a créé une nouvelle marque dont il va nous parler avec Paolo Castelli et Hubert de Malherbe. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début du projet ? Alors ça s'est passé juste avant l'été, c'est une rencontre en fait. Une rencontre d'abord entre Hubert de Malherbe et Paolo Castelli sur un lieu de travail, sur le projet de la Samaritaine. Et ensuite, Hubert m'a présenté Paolo et on a sympathisé. Donc on est devenus très amis, on a même passé un petit peu de vacances ensemble cet été. Et comme on est tous complémentaires, Hubert est designer international très connu. Moi, je suis plus dans la décoration, architecture et édition. Et Paolo est éditeur. Donc gros éditeur en Italie, assez connu, assez réputé. Voilà, donc les trois compétences mises ensemble, qui se mélangent, font que très rapidement, on a décidé de faire une collection. Et on s'est vu cet été sur l'île de Pantelleria, donc en Italie, et qui est complètement nature, complètement sauvage. On s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui a un rapport avec la nature, ce qui est un petit peu, je l'avoue, à la mode aujourd'hui, mais bon, le concept était quand même assez intéressant. Et on s'est tous mis à la rentrée autour d'une table, on a tous proposé des dessins, enfin Hubert et moi, et puis ensuite ça a été un travail à 6 mains, c'est-à-dire que
trouver les matériaux là-bas, donc à Bologne, dans l'usine, décoder les demandes, savoir ce qu'on pouvait faire, quel type de mobilier, et puis chacun a mis sa patte à dessiner, à modifier les dessins des autres, et on est arrivé donc à cette collection qui est collaborative, qui a été faite très très vite, parce que franchement ça a été fait en 2-3 mois, et qui est arrivé ici sur place il y a 4 jours. Voilà, alors comment vous avez choisi justement ces fameux matériaux ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est... Vous êtes une marque éco-responsable. C'est Greenkiss, la marque, c'est Greenkiss. Donc green parce que un petit peu écologique. On n'est pas à la prétention d'être des grands écologistes. On est comme tout le monde, on est juste conscient de ce qui se passe et on a envie de faire un petit quelque chose de notre côté, ce qui n'est pas beaucoup le cas dans le mobilier. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de conscience. On ne voit pas beaucoup de meubles à consonance écologique. Mais dans chaque meuble, il y a quelque chose d'écologique. C'est-à-dire que dans ces tables basses qu'on voit ici, les plateaux sont en verre et résine recyclée. Un autre plateau de petite table basse, c'est du bois en module. Vous voyez, il y a cette partie en métal dessus parce qu'on a 3 morceaux. C'est des chutes, c'est des récupérations de chutes. Les piétements des canapés, piétements des poufs, des piétements des fauteuils qui sont autour de nous sont tous en bois de seconde catégorie. Donc c'est du bois généralement qui n'est pas utilisé pour le mobilier. On a une céramique, on a de la céramique aussi, qui est la céramique qui est faite en fait près de Bologne, donc près de l'usine. Il n'y a pas de transport ou très peu de transport. De l'aluminium sur un tabouret, enfin sur une petite table basse et sur une lampe qui est derrière moi. Même chose, l'aluminium c'est un matériau brut, c'est-à-dire que c'est pas le résultat d'un alliage et quoi que ce soit. Donc on est vraiment dans quelque chose en économie d'énergie sur la matière en elle-même. Et en fait, la pierre qui est sur la grande table qui est derrière, qui est aussi sur le meuble qui est là, c'est une pierre, c'est pas une vraie pierre, c'est une reconstitution à partir de poudre de béton et de marbre. Voilà. Donc, dans chaque meuble, il y a quelque chose comme ça. On essaie de faire un maximum. Donc, une fois de plus, on n'a pas la prétention d'être des grands écologistes, d'apporter quelque chose d'extraordinaire. Non, juste c'est une petite contribution. Et dans chaque meuble, on a quelque chose qui a un côté écologique, économique, intéressant. Et on essaye simplement de faire, pour nous, une petite part de notre petit chemin sur ce canal. Et le public attend ça ? Je pense, oui, les gens sont quand même très intéressés. Alors, on ne communique pas que dessus, on a aussi une marque, on essaie de faire quelque chose de très élégant, à des prix raisonnables. Mais c'est vrai que c'est tout le monde, de toute façon, tout le monde est titillé par l'écologie aujourd'hui, par tout ce qui se passe, par le problème de climat. Enfin, je ne vais pas faire le détail, on est dedans toute la journée, mais voilà, et c'est vrai que ça les intéresse beaucoup. C'est ces petites pointes de choses. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que nous qui ne pensent qu'à ça et qui le font. Je vois qu'il y a des conférences là-dessus sans arrêt. On n'en est pas à leur niveau, c'est sûr, mais on fait aussi ce qu'on peut. On fait avec nos habitudes à nous, notre génération à nous, donc on est un peu moins flexible. On fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose. Comment vous avez trouvé le nom ? C'était une petite recherche, c'est Hubert qui a trouvé ça, et parce que vert et Kiss, parce qu'on est copains. Franchement, c'est une expérience très amicale. On l'a fait pour le business, bien sûr, on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais c'est parti d'un dire, tiens, on est copains, on aime bien ce que tout le monde fait, on est complémentaires, faisons quelque chose entre potes. Donc c'est pour ça, c'est le kiss, c'est le baiser, c'est le côté positif, c'est le côté amical. Voilà, on est là, on est à la fois sérieux et pas sérieux. Vous voyez, et faire tout ça en 3 mois, c'est pas sérieux. Et réussir à trouver ce stand. Comment vous avez fait pour réussir en 3 mois ? Parce que l'éditeur est quelqu'un de très sérieux, ils ont leurs entreprises autour, donc ils savent faire ça, même si en plus il y a une Noël entre les deux. Donc Noël en Italie, c'est 15 jours qu'ils sont morts, donc mais il sait faire. Voilà, il sait faire. Ça a été fabriqué en Italie. Ouais, tout ça c'est Bologne. C'est près de Bologne. Les bois viennent de proche de Bologne. C'est des bois spéciaux. C'est des bois qui poussent rapidement. Soit reconstitution de bois à partir de chutes de bois, ce genre de choses. Donc tout vient de là-bas. Et puis Hubert est aussi dans le design, donc c'est aussi son métier, donc il peut aller très vite sur ce genre de choses. Il a plein d'idées. Au niveau communication, c'est un grand communicateur. Et puis moi, j'ai l'habitude le luxe, je fais beaucoup de stands pour AD, beaucoup d'expositions, donc je sais faire des stands, je sais aller vite sur ce genre de choses, et je sais, on a cette expérience-là. Et est-ce que ça veut dire qu'en Italie, ils sont un peu plus en avance sur ce sujet-là ? Non, je pense pas. Nous, je pense que c'est un petit peu Alors bien sûr, il y a les céramiques là-bas qu'il n'y a pas forcément en France, ou... Non, je pense que l'occasion qui fait ça, c'est parce que l'éditeur est italien et qu'on s'est dit, voilà, on va faire. Et puis en plus, on a profité pour faire aussi un design qui est un peu franco-italien des 50-70. Comment vous décririez le style ? Parce que là, les auditeurs sont en train d'écouter. Donc comment vous pourriez décrire l'univers de la marque ? Je dirais que c'est moi pour ma part, mais je ne suis pas le seul, on essaie de faire aussi une production qui soit intemporelle. Moi, la mode ne m'intéresse pas parce qu'on a la chance de travailler sur des projets absolument incroyables dans lesquels il faut que ce soit beau dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont des gens qui ont une certaine culture. On ne fait pas du truc qui est estampillé. Voilà, aujourd'hui, ça a été fait en 2020 et dans 4 ans, il faut changer. On n'est pas là pour faire du design à l'état pur. Je parle du côté, j'aime beaucoup le design, mais il y a un certain design qui est là
c'est un produit de consommation. Donc on fait avec un matériau spécifique et dans 4-5 ans on jette. On remplace par autre chose. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans mon métier à moi. Donc j'essaie de faire des choses qui peuvent durer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on a une culture qui vient là piocher un petit peu dans ces années-là, parce que c'est la France et l'Italie dans les meilleures années, entre 50 et 70. Voilà, donc vous avez les courbes d'épiètement, vous avez certaines formes d'utilisation aussi de la céramique qui font qu'on travaille vraiment dans cet esprit-là, un travail un peu intemporel. Et tous inspirés par ça, voilà, de ces formes qu'on a déjà vues, enfin qu'on n'a pas vues parce que on a tous une bibliothèque visuelle dans la tête et on la ressort au fur et à mesure. Mais voilà, on essaie un petit peu de piocher dans des images de ces années-là, 50-70, France-Italie. Donc c'est toujours la collaboration franco-italienne, très amicale, et pour en sortir un produit, qu'est-ce que vous voyez là ? Il y a de toute façon un grand retour des années 70. Oui, c'est bien à la mode. Dans toutes les marques, c'est très à la mode. Moi, je pars du principe, j'ai toujours travaillé là-dessus, et on m'a toujours estampillé années 70, ça, c'est un truc que j'ai traîné pendant longtemps. Bon, maintenant, je suis content, parce que, à la limite, il faudrait que je change, parce que moi, il n'y a plus que ça. Mais j'ai toujours utilisé le laiton depuis 20-30 ans, on me disait que c'est bling-bling, et certains meubles aussi, les gens disaient, j'avais ça chez ma grand-mère, c'est horrible. Maintenant, c'est devenu à la mode, tant mieux, c'est très bien. Mais moi, je pars du principe que dans toutes les époques, il y a eu toujours des gens formidables, des éditeurs formidables, des designers extraordinaires. Et on les a catalogués, les années 70 étaient catalogués vieux, grands-parents, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, et colorés aussi, alors que là, les couleurs sont très sobres. Oui, justement, là on voulait faire quelque chose qui soit plus agréable, plus dans le repos, dans le calme. Et plus durable aussi, du coup, est-ce que la couleur joue dans le... Alors peut-être que la prochaine collection, on mettra peut-être, parce que les céramiques par exemple existent aussi, on n'a pas eu le temps de les installer parce qu'on n'avait pas les échantillons. C'est vrai qu'il y a des très beaux rouges orangés, des rouges briques qui sont magnifiques. Ce sera davantage dans ces choses-là, je pense qu'on va s'amuser, mais peut-être pas dans les tissus. C'est vrai qu'on évolue tous. Moi, je pense qu'il faut, chez soi, il faut être un endroit qui soit calme, reposant. Et je pense que le stand est reposant. Voilà, je pense beaucoup de courbes, beaucoup des meubles confortables, un petit peu bas. On est dans une atmosphère, une ambiance, je dirais, grand repos, quiétude. Ok, super. Il me semble. Ouais, c'est vous qui pouvez me dire. Je confirme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci très bon vous. salon. Merci. Chantal Andriot, bonjour. Bonjour Hortense. Alors on est sur votre stand, on est sur le stand Tolix qui est une marque mythique qui a créé la chaise Tolix, style industriel qu'on connaît bien tous. Et là, vous présentez toute une nouvelle collection que vous avez imaginée avec Pauline Deltour. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots sur cette nouvelle collection ? Oui, alors c'est vrai que nous fabriquons en France depuis bientôt 100 ans. Et le choix de Pauline Deltour, c'était une femme française. Et j'ai pensé que pour avoir une nouvelle collection légère, aérienne, voilà, c'est le parti qu'on a pris cette année. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez imaginé ensemble ? Alors ensemble, on a imaginé toute une collection, c'est-à-dire une table, une chaise, un fauteuil, un lounge, des tables de différentes dimensions, dans différentes couleurs, déclinées aussi en tôle pleine ou bien à lame. Voilà. Et sa particularité, ce sont les matériaux. La particularité, c'est bien sûr l'inox, puisque c'est un acier inoxydable, donc qui ne rouille pas, qui ne se corrode pas et qui est très intéressant en bordure de mer, en bordure de piscine ou dans des endroits difficiles. Il n'y a pas des matériaux recyclés aussi Alors, tout notre mobilier est 100% recyclable. Tout est fait en France, dans notre usine de Bourgogne, mais 100% de la fabrication. Et tous les composants sont soit bourguignons, soit français. Tout est fabriqué dans nos ateliers avec nos personnes, nos artisans, avec des savoir-faire ancestraux. Et il faut combien de temps pour construire une collection comme ça, fabriquer une collection Alors pour la fabrication d'une chaise, il faut un petit peu plus d'1 heure, mais pour étudier une collection, il faut compter plus d'1 année. Plus d'1 année. Là, avec Pauline, années. Du coup, vous travaillez depuis plus d'1 an. Oui, plus d'1 an. Alors, comment vous avez travaillé ? C'est très long parce que au départ, il y a une idée, puis des plans, puis des dessins. Et ensuite, on réfléchit, on regarde. On voulait que ce soit empilable.
pas trop lourd. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, avec aussi notre bureau d'études en interne. Et donc on a travaillé pendant Et vous avez une palette de temps. couleurs qui est très très large. Oui, on a une 50aine de couleurs et on travaille aussi le sur-mesure pour des demandes spécifiques. On a en stock plus de 400 couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres ? Oui, il y a des couleurs très tendances et qui marchent très très bien. Et puis les classiques aussi, en fait, parfois les gens reviennent aussi aux grands classiques. Ouais, le gris, le noir, le gris, le blanc. Le noir, voilà, c'est ça. Les beiges. Voilà, Ok. mais on a des très très belles couleurs pailletées et qui sont magnifiques. Oui, comment on intègre le pailleté là comme ça dans le Alors ça, c'est mobilier ? une peinture qui est faite chez le fabricant. Ok, Voilà. super. Bah, merci beaucoup. Mais je vous Bon en prie, salon. c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ah, mais je viens de croiser Guy-Claude Hacquebotton de magazine IDEA. Bonjour Guy-Claude. Bonjour. Alors, est-ce que tu as des coups de cœur, toi, sur le salon ou des choses que tu as repérées ? Ah oui, je viens de croiser quelque chose de très, pas simplement beau, mais qui procure une émotion assez, à la fois assez forte et en même temps assez subtile. Une espèce de force tranquille de l'émotion. Alors, il s'agit d'un tapis. Alors, dire ça à propos d'un tapis, ça peut sembler un petit peu extravagant, mais effectivement, c'est un nouveau tapis de Jaime Ayllón, le designer espagnol, qui l'a réalisé pour Nani Marquina, label de tapis espagnol, chez qui il a déjà travaillé. Et c'est un portrait extrêmement pictural, un peu dans la veine d'un Miro, mais pas du tout abattardi, ce serait presque plutôt un hommage. C'est un des éternels, on va dire, dessins de Jaime Ayllón, non sans que ce n'est rien de péjoratif, parce qu'il dessine tout le temps. Il a un univers qui est extrêmement reconnaissable. Et là, il le déploie sur un fond couleur sable, un peu crème, et se détache d'une façon extrêmement graphique, à la fois comme un dessin fait avec quelqu'un qui saurait dessiner et peindre, et en même temps, on voit le travail de Nani Marquina, à savoir de faire des tapis avec du textile. Donc il y a à la fois une superposition d'une émotion textile et d'une émotion qui est vraiment picturale. Ça a vraiment un côté Miro sans que ce soit à la manière d'eux et que ce soit lourd. Et en plus, Nani Marquina, c'est des dangereux récidivistes, parce que les mêmes en ce moment à Cologne présentent un autre tapis d'un designer allemand cette fois-ci qui s'appelle Matthias Hahn. Et Matthias Hahn a fait un tapis qui pourrait être à la limite tout simple. C'est un jacquard, mais un jacquard avec des sections assez larges qui sont fondues, où on voit encore une fois les couleurs se fondre et en même temps mettre, en faisant presque affleurer à la surface, le travail du tissu. Et c'est pour ça qu'ils sont je pourrais presque dire ils sont souverains dans leur art, quelque chose qu'ils savent faire très très bien, aider de quelqu'un d'autre qui vient apporter sa créativité, eh ben, ils le font de façon suffisamment bien faite pour que ça nous émeuve. Ah bah super pour cette réponse très complète. Merci Guy-Claude. Bon salon. Bon, je vais faire une petite pause et je m'assois avec Bulle Garenne, qui est journaliste. Bonjour Bulle. Salut Hortense. Alors toi, quelles sont tes nouveautés ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues qui se dégageaient ? Alors déjà, j'ai trouvé que c'était une très belle édition. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une édition comme ça, où vraiment il y avait des tendances et des mouvements qui se dégageaient un peu. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, je fais un peu le bilan, je réfléchis en même temps que je te parle, je fais mon propre bilan même à moi-même. C'est un podcast très spontané, c'est un épisode spontané. Donc du coup, je trouve que le design s'arrondit beaucoup. On voit beaucoup moins de canapés très carrés, de tables basses carrées, de vases très carrés. Tout prend des formes, des rondeurs. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai beaucoup remarqué lors de cette édition, et ça fait du bien, je trouve, parce que ça rend les intérieurs vachement plus doux. Et avec en plus soutenu par le retour des couleurs pastel et du beige aussi. Donc du coup, les deux assemblés, ça fait vraiment... ça donne vraiment un résultat très délicat, ouais, et réconfortant, rassurant. Donc ça, c'est chouette. Je crois qu'on en a un petit peu besoin en ce moment. Côté matière, surtout sur les assises, moi j'ai repéré la laine bouclée. Alors la vraie, la fausse, peu importe, mais sur les canapés, sur les poufs, beaucoup aussi. Il y a ça.
Après, couleur, il y a aussi toutes les teintes terreuses, terracotta, terre battue, aussi tout ce qui est sable, grège, etc. Je trouve qu'il y en a pas mal et ça marche bien aussi avec la grande tendance de l'artisanat. On voit que là, on met beaucoup en avant le fait main, surtout au niveau de l'art de la table. Donc ça c'est chouette et puis qu'est-ce que j'ai repéré d'autre, je crois que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on en a pour 1 heure. Alors non, attends, on va pas s'arrêter là tout de suite, juste on fait une petite parenthèse parce que tu es journaliste mais tu viens de lancer, comme on dit, c'est une marque. Ouais, un e-shop. Ouais, un e-souk. Un e-souk, ouais. Alors dis-nous, qui s'appelle Maison Ratane. Maison Ratane, ouais, c'est un e-souk, donc c'est un souk en ligne. Je l'ai lancé avec mon associé Kedja Moussou début décembre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler. Alors, on fait tout produire au Maroc, tout est fait à la main. Et c'est vraiment de travailler avec des artisans sur de la vaisselle, de la petite déco, du petit mobilier. Voilà, c'est chouette, c'est Maison Ratane et c'est uniquement en ligne pour l'instant. Super, et longue vie à Maison Ratane. Et à Décodeur aussi. Merci. Alors je suis cette fois sur le stand de Ma Poésie avec Elsa Poux. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors là, vous fêtez vos 10 ans cette année. Oui. Et vous venez de signer du coup une petite collaboration avec, je sais pas pourquoi je dis petite. Une assez grande. Une très jolie collaboration avec Janvier. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collab ? Oui, voilà, à l'occasion des 10 ans, on cherchait à faire une jolie collab et on est venu d'une marque spontanément vers l'autre. On aimait bien l'univers de l'un et de l'autre et le savoir-faire. Donc voilà, on a voulu décliner toute une collection autour de la table avec le savoir-faire Janvier, du tissage appliqué à la table, aussi au rideau. Et en même temps, je leur ai proposé, ils ont un peu de vaisselle déjà chez eux. Et moi, j'ai voulu décliner un service un peu plus large qui est un service entièrement peint à la main et qui se décline par rapport au motif de la collection. Et on travaille de la même manière, un motif sur du linge ou sur la vaisselle Ça reste vraiment, ça reste vraiment du motif. Hein. C'est du dessin au départ qui se décline d'un support à l'autre. C'est vraiment pour moi le même exercice. Quoi. Alors quelle est l'inspiration ? Parce que là, on ne voit pas forcément. Donc est-ce que si vous pouvez nous décrire l'univers ? Justement, Janvier, il travaille aussi beaucoup à partir d'éléments qui sont autour d'eux, de la côte de Biarritz et de toute la côte basque. Donc il travaille beaucoup autour de l'art déco. Donc moi aussi je suis partie d'éléments art déco que j'ai décomposés et j'ai pris plein d'éléments sources des hôtels ou des maisons là-bas, des éléments de ferronnerie. Et donc ça a donné naissance à 2 motifs, un que j'ai appelé le motif vague et l'autre arabesque. Et autour de ça, voilà, toute la collection se décline. Et vous aviez déjà travaillé la céramique ? Alors j'avais fait une petite collab au Japon avec une marque avec qui on travaille régulièrement. Mais là, un peu plus largement, effectivement, parce que là, ça se décline vraiment de la petite assiette à la grande assiette, au plat. Et on a un joli bro aussi. Et c'est à ce niveau-là, c'était la première fois. Ouais. Janvier, c'est une marque de la côte basque. Vous avez un petit accent, vous êtes d'où ? Oui, moi je suis aveyronnaise. Bon, merci aveyronnaise beaucoup. À Paris. Ouais. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.